Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mardi. Les travaux du 29e sommet de l'Union africaine se sont clôturés à Addis Abeba en Éthiopie. Le Maroc salue l'adoption par les chefs d'État de l'UA d'une résolution appelant à apporter le soutien approprié au secrétaire général de l'ONU pour résoudre la question du Sahara. Après la fuite partielle de son rapport sur le Hoceima, le CNDH réagit et apporte des précisions. Le Conseil souligne que des éléments isolés ne peuvent en aucun cas s'assimiler aux conclusions finales. L'évaluation globale du CNDH ne sera établie que dans le rapport qui sera rendu public. L'incendie qui a ravagé 230 hectares de la forêt de Mediona à Tanger est désormais circonscrit. Il n'y a plus de foyer actif, mais la vigilance reste de mise. Quelques 450 éléments ont été mobilisés pour venir à bout de ce brasier. De la musique pour terminer cette édition avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui clôture l'année en beauté. Comme à son habitude, le traditionnel dernier concert de la saison est offert au grand public avec une entrée libre, une manière de rendre la musique classique plus accessible. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 29e sommet de l'Union africaine arrive à son terme, une session marquée par la première participation du Royaume en tant que membre de l'Union africaine. Depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle en janvier dernier, le Maroc se dit satisfait des débats et des décisions qui ont été prises lors de cette session. La diplomatie marocaine qui salue également l'adoption par les chefs d'État de l'UA d'une résolution appelant à apporter le soutien approprié au secrétaire général de l'ONU pour résoudre la question du Sahara. Un reportage de nos envoyés spéciaux Khalid Nejji et Ahmed Amerbouh sur un récit de Amina Benkhal. Les paroles du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale retiennent ici l'attention de tous. Nasser Bourita se dit satisfait des décisions de l'Union africaine au sujet du Sahara. À Addis Abeba, les manœuvres et les tergiversations ont été écartées, ce sont les mots du ministre. Il ajoute que les positions allant dans le bon sens ont été plus nombreuses et plus retentissantes. Lors de ces discussions, nous avons rappelé que seuls 6 pays avaient émis des avis différents. En revanche, au moins 16 n'allaient pas dans leur sens. Après plusieurs débats, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de préciser qu'une minorité avait une opinion divergente pour présenter une image plus claire de la situation. L'Union africaine, elle, n'a pas défini de position. Nasser Bourita a aussi salué le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, un texte équilibré qui a banni plusieurs éléments de langage pouvant porter atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. Les termes employés sont en adéquation avec la position de l'ONU. On nous parle désormais de solutions consensuelles, fruit de négociations. Il n'est plus question de sujets dépassés comme le référendum ou encore l'autodétermination. Ces mots ne sont pas mentionnés dans ce texte. Les chefs d'État de l'Union africaine ont adopté une résolution reconnaissant le leadership de l'ONU dans la gestion du dossier du Sahara, une importante évolution réalisée lors de ce tout premier sommet pour le Maroc, plus de 6 mois après son retour au sein de l'Union africaine. Et son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, qui a participé à ce sommet, a remis à Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, une note préliminaire intitulée « Vision pour un agenda africain pour la migration », un document remis au nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, leader désigné pour gérer la question de la migration au niveau continental. Et cette note préliminaire se décline en 4 axes fondamentaux. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Khalid Nejji et Ahmed Amerbouh sur un récit de Rizlan Taibi. Le contenu de la note préliminaire sur l'avenir de la migration en Afrique a été chaleureusement salué par les participants au 29e sommet de l'Union africaine. Les délégations des pays membres de l'organisation panafricaine voient dans ce document une nouvelle approche pour gérer la question de la migration au niveau de tout le continent. Nous appelons les membres de l'Union africaine à se pencher sur cette proposition à travers ses commissions ad hoc et ses représentants permanents et à s'en inspirer pour émettre des recommandations. Ce document est une feuille de route pour les États africains qui doivent conjuguer leurs efforts et unifier leurs voix lors des tractations avec leurs partenaires étrangers. La présence du Maroc au sein de cette organisation est une véritable valeur ajoutée. Vision pour un agenda africain pour la migration remis au nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI par son Altesse royale le prince Moulay Rachid au président en exercice de l'UA, Alpha Condé, se décline en 4 axes fondamentaux. Ce projet se base sur la responsabilité régalienne de chaque État de gérer sa migration illégale, la coordination sous-régionale. Les 2 derniers axes
attaque se renvoie à la perspective continentale et au partenariat international. De jeunes Africains périssent dans le désert et dans la mer Méditerranée. Cela mérite que l'on s'attelle sérieusement à résoudre ce problème et à éviter de tels drames. Le Maroc prend ce dossier à bras-le-corps et travaille pour trouver des solutions adéquates. C'est un exemple et ce sont des objectifs qui se sont fixés. Il faut que les pays puissent se donner les moyens nécessaires pour qu'on puisse avancer et atteindre ces objectifs. Devenue un enjeu global et continental, la migration représente un véritable défi pour les pays africains que le nouveau projet royal exhorte de parler d'une seule voix et défendre une vision commune pour mettre en place une gouvernance efficiente et collégiale sur les questions des mobilités. Et toujours concernant les mouvements de personnes, ces chiffres, selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés depuis le début de l'année en Europe en traversant la Méditerranée et plus de 2200 sont décédés ou portés disparus. Aujourd'hui encore, les services de sauvetage en mer espagnole ont secouru 3 migrants à bord d'une embarcation de fortune sur laquelle se trouvait à l'origine une cinquantaine de personnes portées disparues. Et si ces décès sont confirmés, il s'agira de loin du naufrage le plus meurtrier dans cette région depuis le début de l'année. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont souvent quitté leur pays en urgence, fuyant la misère ou la guerre. Plus de 3,5 millions de Sud-Soudanais, soit un tiers de la population, ont fui leur foyer en raison de la guerre qui ravage le pays depuis près de 4 ans. Un conflit ayant provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. La situation de dizaines de milliers d'enfants séparés de leur famille représente un problème particulièrement épineux. Les développements avec Rita Sah. Comme dans une vraie école, ces jeunes Sud-Soudanais démarrent leur journée avec l'hymne national de leur pays. C'est au camp de Ngueniel, à l'ouest de l'Éthiopie, qu'ils ont trouvé refuge depuis plusieurs mois. Tout comme eux, sur près de 2 millions de Sud-Soudanais qui ont fui la guerre, plus de la moitié sont des mineurs. Nous avons ici environ 45 000 mineurs non accompagnés et des enfants séparés de leur famille. Les enfants sont venus eux-mêmes du Soudan du Sud. Ils n'ont montré aucun intérêt à y rester car ils y ont connu une mauvaise expérience. Ils nous en parlent souvent, mais ils refusent de parler de leur famille de peur de retourner là-bas. Depuis le début de la guerre en septembre 2013, la situation au Sud-Soudan est devenue chaotique. Les millions de Sud-Soudanais qui ont quitté le pays ont marché plusieurs milliers de kilomètres jusqu'en Éthiopie, en Ouganda, au Kenya ou encore au Soudan et sont contraints de vivre dans des camps de réfugiés, comme ici, à Ngueniel. Les pays stables et les pays dotés de ressources devraient relocaliser certains de ces réfugiés. La relocalisation est un outil très important pour fournir aux réfugiés les plus vulnérables une protection et des possibilités accrues. Aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes souffrent d'insuffisance alimentaire au Sud-Soudan. Des milliers de familles ont été séparées par la guerre qui sévit encore et a contraint des centaines de milliers d'enfants à prendre le chemin de l'exil, parfois seuls et sans aucune attache. À la une de l'actualité internationale, la Corée du Nord qui a une nouvelle fois tiré un missile balistique, une nouvelle provocation. Pyongyang a choisi le jour de la fête de l'indépendance américaine pour lancer ce missile intercontinental, provoquant une vive réaction du président des États-Unis, Donald Trump. L'engin est tombé en mer orientale, la mer du Japon. Il a, selon l'armée sud-coréenne, parcouru plus de 930 km, une distance confirmant les dires du régime nord-coréen qui mettrait l'Alaska à sa portée de tir, soulignent des experts américains. Retour à l'actualité nationale, je vous le disais en titre, après la fuite partielle de son rapport sur Al-Hoceïma, le CNDH réagit et apporte des précisions. Le Conseil national des droits de l'homme a souligné que des éléments isolés ne peuvent en aucun cas s'assimiler aux conclusions de son rapport final. Pour le CNDH, c'est l'ensemble des recommandations qui seront contenues dans le rapport qui sera rendu public qui constitueront les seules références pour évaluer les événements d'Al-Hoceïma dans toutes leurs dimensions. Retour sur les grandes lignes de ce communiqué avec Mehdi Soufiane. Pour le Conseil national des droits de l'homme, les conclusions et recommandations du rapport global et final sur les événements d'Al-Hoceïma seront les seules références pour connaître l'évaluation du CNDH du déroulement de ces événements dans toutes leurs dimensions, et cela avec neutralité, objectivité et responsabilité.
Dans un communiqué, le Conseil national des droits de l'homme réagit ainsi aux informations faisant état de la publication par le CNDH d'un rapport sur des allégations de torture qu'auraient subi certains détenus du mouvement de protestation à Al-Hoceima. Le CNDH exprime son étonnement pour la fuite partielle d'un document. Le CNDH tient à souligner que l'exploitation unilatérale de quelques bribes d'un document interne a conduit à des conclusions auxquelles ne sont pas parvenus les deux experts chargés par le Conseil d'enquêter sur la véracité des allégations de torture qu'auraient subi les détenus examinés et auditionnés. L'expertise réalisée par les deux médecins légistes s'inscrit dans le cadre des méthodes de travail suivies, parmi d'autres, par le Conseil afin de réaliser des rapports sur des événements comme ceux d'Al-Hoceima. Le CNDH précise que ces rapports ne sont pas définitifs et ne traduisent pas la position et les convictions auxquelles parvient le CNDH sur la base des investigations, des enquêtes et des entretiens, ainsi que des constatations faites sur le terrain par ses équipes de travail. Enfin, le Conseil national des droits de l'homme souligne que le rapport élaboré par les deux experts a été mis à la disposition de la partie compétente afin d'entreprendre les mesures juridiques qu'elle juge appropriées. De son côté, le ministre de la Justice affirme avoir renvoyé dès sa réception le rapport du CNDH relatif aux expertises médicales menées sur certains détenus dans le cadre des événements d'Al-Hoceima aux procureurs généraux du roi près les cours d'appel de Casablanca et d'Al-Hoceima afin d'inclure ces expertises au dossier des affaires. Autre mise au point, celle de la DGSN qui a également réagi avec ce communiqué. La Direction générale de la Sûreté nationale, je cite, rejette catégoriquement des accusations et allégations graves à l'encontre de ses services et ses fonctionnaires avancés comme sûrs par certains en se référant à un document partiel attribué au Conseil national des droits de l'homme qui a fait l'objet d'une fuite en dehors du cadre officiel empreinte d'abus. Fin de citation. Les fuites du rapport du CNDH ont également été commentées par nos confrères de la presse écrite. Ceux que nous avons rencontrés pointent du doigt des agissements qui sont le reflet d'une certaine irresponsabilité. Ils s'interrogent également sur la portée et la finalité des conclusions tirées d'un texte qui n'a rien d'officiel. Reportage Mustafa Saïdouni et Ayoub Lkhel, le récit est de Wajadat. La presse s'est emparée dans ses colonnes de la fuite d'extraits supposés du rapport du CNDH consacré aux événements d'Al-Hoceima. Pour certains journalistes, ces actes jettent le trouble sur des faits sérieux et leurs auteurs doivent être identifiés. Un document de cette importance et de cette sensibilité est à mon sens irresponsable. Évidemment, il va falloir déterminer les responsabilités. Et ces fuites sont considérées comme d'autant plus préoccupantes qu'elles évoquent, sans fondement légal, des agissements d'une extrême gravité. Le document qui a fuité est dénué de preuves. L'acte de torture dépend de l'autorité judiciaire selon ses convictions, de l'expertise médicale, de l'observation et des témoignages. En toute logique, il s'agit d'informations sans preuve et non officielles. D'autres supports poussent l'analyse encore plus loin et n'écartent aucune hypothèse, y compris celle d'une opération destinée à jeter le discrédit sur des institutions d'envergure nationale. Certains médias sont peut-être tombés dans le piège de ce que l'on pourrait appeler une tentative de chantage en s'immisçant dans les compétences de certaines institutions. Le rapport du CNDH ne manquera pas de susciter des réactions et de faire l'objet de commentaires une fois qu'il sera officiellement rendu public, même si pour l'heure, aucune date n'a été communiquée par le Conseil national des droits de l'homme. Et à propos de l'incendie qui a ravagé 230 hectares de la forêt de Mdiouna à Tanger, sans faire de victimes ni de dégâts, il est désormais circonscrit. Il n'a apparemment plus de foyer actif, mais la vigilance reste de mise. Quelques 450 éléments, notamment de la protection civile, des eaux et forêts et des phares, ont été mobilisés pour venir à bout de ce brasier. Reportage Fouad Azouzi et Falid Reitou, le récit est de Samia Halis. Derrière l'imperturbable Cap Spartel, des milliers d'arbres partis en fumée. Le brasier s'est enfin éteint après avoir ravagé 230 hectares de forêt et de massifs forestiers. Les 5 avions canadaires des Forces armées royales et la mobilisation de près de 500 éléments de la protection civile ont finalement eu raison du foyer d'incendie. Mais la vigilance est toujours de mise. On peut considérer que l'incendie est circonscrit, mais on ne peut pas se prononcer de manière définitive. 45 à 50% de la surface brûlée est constituée de végétation secondaire.
Des végétations secondaires qui se régénèrent en principe naturellement. En revanche, les forêts primaires détruites par l'incendie devront être reboisées. C'est en tout cas ce qu'appelle de ses voeux la société civile. La forêt de Cap Spartel et Mdiouna font partie du poumon vert de la région tangéroise. Il faut absolument définir les responsabilités, désigner les responsables. Le rôle de la société civile reste limité. Nous ne pouvons que nous indigner et tirer la sonnette d'alarme, mais aussi exprimer l'inquiétude et la tristesse des habitants de la région et de tout le Maroc. Ce qu'il faudrait faire, c'est protéger cette zone et ce domaine forestier en le reboisant et en y interdisant les constructions, quelles qu'elles soient. Ce feu de forêt, dont les causes sont encore inconnues, n'a pas fait de victimes. Il s'agit de l'incendie le plus grave de l'année au Maroc. Ce sont de véritables locomotives de l'emploi, les coopératives. La région de Meknès en compte plus de 200 et 600 nouveaux projets ont été déposés depuis le début de l'année. Cette économie solidaire connaît une véritable expansion. Pour accompagner ce développement, une journée d'études a été organisée. L'accent a été mis sur la diversification des activités, la simplification des procédures et sur les entraves qui pourraient freiner le développement du secteur. C'est un reportage de Sarah Jabri et Adla Alimkawi. La coopérative à Tadamoun a été créée afin d'améliorer les conditions de travail de ceux qui évoluent dans la décharge contrôlée de Meknès. Près de 70 tonnes de déchets solides triés y sont revendus chaque mois. Ahmed est président de la coopérative. Il chapeaute aujourd'hui une équipe de 150 trieuses et trieurs. La commercialisation des déchets est un grand défi pour notre coopérative. Dans ce contexte, la valorisation de ces déchets est aujourd'hui essentielle pour réaliser de vrais bénéfices. Problème de commercialisation, carence dans la gestion de la trésorerie, faiblesse des moyens d'autofinancement, autant d'obstacles qui ralentissent l'activité des coopératives. Cette journée d'études organisée à leur profit est donc l'occasion pour eux d'aborder toutes ces difficultés et réfléchir ensemble à des solutions. Cette journée est l'occasion d'échanger les expériences et les expertises pour que l'on puisse, dans un avenir très proche, établir un plan d'action à même de répondre à toutes leurs attentes. L'économie solidaire est une alternative en matière de création d'emplois. Lors de cette journée d'études, nous allons aborder toutes les difficultés rencontrées par les coopératives. Malgré les nombreux défis, le tissu coopératif local est en pleine expansion. Près de 200 coopératives sont actives dans la région de Meknès. Par ailleurs, 600 projets de création ont été déposés depuis le début de l'année. De la musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui clôture l'année en beauté. Comme à son habitude, le traditionnel dernier concert de la saison est offert au grand public avec une entrée libre, une manière de rendre la musique classique plus accessible. Pour cette dernière représentation, la formation a souhaité rendre hommage au génie autrichien Mozart et plus particulièrement à sa dernière œuvre restée à jamais inachevée après la mort du compositeur. Reportage Salima Ben Abou et Mohamed Nabil, le récit est de Rita Sah. L'énigmatique messe des morts s'est invité hier soir à l'église Notre-Dame. Pour sa dernière tournée de la saison, l'Orchestre Philharmonique du Maroc propose le Requiem de Mozart. L'ultime chef-d'œuvre du génie autrichien est dirigé ici par Denis Conté. Il y a une volonté de servir non seulement un musicien, non seulement un compositeur, mais quelqu'un qui a beaucoup d'humanité, quelqu'un avec qui on a beaucoup d'empathie, quelqu'un dont on connaît aussi bien la vie. Et du coup, il y a un peu plus de cœur, je pense, pour le faire. L'Orchestre Philharmonique du Maroc s'est entouré d'une interprète de choix. À l'image Julie Matevé, la jeune soprano a su communiquer au public casablancais cette émotion si particulière, caractéristique de l'œuvre de l'artiste. Mozart, c'est quelqu'un qui n'a pas vieilli. Il est mort jeune et sa musique est toujours très jeune. C'est quelque chose de magique qui nous emmène dans d'autres horizons. Voilà. Une sélection d'œuvres poétiques que les Rbatais pourront apprécier demain soir au théâtre Mohamed V.
Pour terminer, ces images déconseillées aux personnes sujettes au vertige, des images qui nous viennent de Chine, cette passerelle au plancher en verre qui emmène les touristes à 123 mètres au-dessus du vide vient de faire son entrée dans le livre Guinness des records au titre de plus longue passerelle du monde en porte-à-faux. Seuls des câbles retiennent l'ouvrage de plus de 69 mètres de long situé au bord d'une falaise dans le sud-ouest de l'Empire du Milieu. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le 29e sommet de l'Union africaine arrive à son terme, une session marquée par la première participation du Royaume en tant que membre de l'Union africaine depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle en janvier dernier. Le Maroc se dit satisfait du débat et des décisions qui ont été prises lors de cette session. La diplomatie marocaine qui salue également l'adoption par les chefs d'État de l'UA d'une résolution appelant à apporter le soutien approprié au secrétaire général de l'ONU pour résoudre la question du Sahara. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma. Dans un instant, que du sport avec Jamal Oualem, puis Eco News présenté par Hind Ben Abdinbi. Le prochain journal Al Masaïa vous sera présenté par Zahra Etihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.